de territoire. Eh bien, je pense que d'abord, le retour du local par rapport au mondial, ça s'impose. Ça s'impose tellement qu'on avait cru que la mondialisation allait tout résoudre, et puis on ne s'est pas préoccupé de gérer la finance qui nous est retombée dessus. Donc, quelque part, le local a encore de bonnes raisons d'exister pour se défendre par rapport au mondial. D'ailleurs, la France a fait la décentralisation. Alors, la décentralisation, c'est bien, mais moi, je trouve que c'est un peu plusieurs poupées russes qui sont assez complexes. D'abord, une poupée russe institutionnelle. Alors là, on ne va pas raconter trop longtemps tout ce que l'on a dit depuis 1982, les lois de fer, sur la décentralisation, les communes, les communautés de communes, etc. Bon. Et par contre, je crois que ça pose le problème de la répartition des compétences. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième poupée russe, c'est le découpage de statistiques. Alors là, évidemment, l'INSEE a beaucoup de statistiques sur les communes. Après, on saute plutôt au département, on oublie un certain nombre d'étapes intermédiaires. Et du coup, c'est vrai, il n'y a pas de présentation systématique depuis le plus petit territoire jusqu'à la nation, et a fortiori l'international. Alors du coup, effectivement, il y a à côté de tout ça les territoires fonctionnels. Alors là, c'est un peu comme l'enfant qui veut voir tout de suite la petite poupée russe, il démonte. Mais en fait, les territoires fonctionnels, un individu, c'est son espace vécu. Quand vous passez d'un département dans un autre, on ne le sait même plus maintenant. Je ne dis pas quand vous sortez de la commune de Clermont-Ferrand, vous ne savez pas quand vous rentrez dans la communauté d'agglomération. Mais par contre, c'est vrai, respecter les frontières, à part le nuage de Tchernobyl, je ne connais pas beaucoup qui ont respecté ça. Alors à part ça, si vous voulez, je crois que tout ceci condamne une vision trop mécaniste parce qu'on ne peut pas avoir un mécano, et moi je dirais plus volontiers, si vous voulez, que les économies territoriales, les économies régionales ne sont pas des modèles réduits de l'économie nationale. Alors c'est important, parce que l'économie nationale, on a de beaux modèles macroéconomiques qui sont largement en difficulté maintenant, mais on aurait voulu appliquer le même modèle à tous les échelons. C'est pas possible. D'abord, on ne sait pas compter le revenu, le PIB par tête dans les territoires. On ne peut pas, on ne sait pas faire. Donc à la rigueur, au niveau régional, on sait le faire, mais en dessous, on ne sait pas. Ce qui pose le problème de choix de variables pour représenter l'économie et voir son évolution. Mais en même temps, je crois que ce qui est important, c'est qu'on a besoin de se retrouver là-dedans pour en fait guider la décision des élus et des responsables, des acteurs politiques et publics. Et en fait, l'acteur, il a un électorat, donc en fait, il doit servir une population sur un ensemble de frontières administratives, mais l'action qu'il va mener, quelquefois, déborde cette frontière administrative. Et je crois que l'idée importante, c'est qu'on aura besoin de décloisonner ces territoires. Et je crois qu'en Auvergne, là, on l'a dit hier, le PSDR, ça s'appelle Programmation sur le développement régional, ou sur le territoire, PSDR, pour et sur le développement régional. À mon avis, il y a, pour et sur la région, je crois qu'il y a là une idée importante, c'est de mettre ensemble des responsables qui recherchent et peut-être des gens qui agissent sur le terrain. Parce que de toute façon, si vous dites à un cultivateur, il faut faire ça comme ça, on sait très bien, mais on tombe sur en fait les OGM. Et les dégâts que ça peut faire. Par contre, si on dit bien pourquoi on le fait, pourquoi ces OGM seraient mieux à cet endroit-là en protégeant, en faisant... D'accord. Donc ça, c'est effectivement du mélange de compétences, du décloisonnement. Et je crois que je reviendrai là-dessus. Je crois que l'idée forte, c'est aujourd'hui de décloisonner les compétences des administrations, les compétences des institutions, et surtout décloisonner les frontières administratives. Bon, je répète le nuage de Tchernobyl, c'est fini. À part lui, là, qui a respecté, c'est plus possible. Donc il y a quelque part, dans cette affaire, comment dire, quelque chose qui nous amène à imaginer de nouvelles formes de gestion du territoire, sachant que de toute façon, nous sommes victimes sans doute de pandémie à court terme, et pour ma part, j'aime beaucoup réfléchir sur les problèmes de l'eau. L'eau, c'est vrai, elle peut être très locale, mais aussi elle est mondiale. Alors le problème, c'est que
C'est l'eau locale qui fait l'eau mondiale. La pollution, des rivières, dans nos petites rivières, ça réagit sur l'ensemble des ressources en eau. Les grands carnassiers dans les grands lacs du Nord-Canada, ils n'ont pas vu, ils n'avaient aucune raison d'avoir du plomb dans l'estomac, et pourtant ils sont plombés complètement. Bien, on passe à autre chose. Alors je lis maintenant. Alors, moi, ma réflexion, elle est double. Elle est à la fois très théorique, parce que je pense que des gens comme Jean Palinck, qui viendra cet après-midi et qui nous a parlé effectivement d'allotopie, c'était vraiment le cas, l'allotopie. On ne pensait pas qu'un petit papillon dans un endroit allait provoquer une catastrophe à 15 000 km. Bon, ceci pour dire que en théorie, on peut modéliser. Puis là, c'est Alonso, c'est donc la théorie des places centrales. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin aussi de revenir quand même vers l'homme. Parce qu'un territoire, c'est bien sûr un espace dans lequel on a du physique, de l'économie, etc. Mais on a aussi des gens qui y vivent. Donc en fait, c'est peut-être, parmi les gens qui ont nourri cette réflexion, c'est peut-être le doyen Lajugie, Joseph Lajugie de Bordeaux, qui est décédé il y a déjà quelque temps, qui m'a fait réfléchir sur le fait qu'il fallait avoir une vision, je vais dire, un peu plus humaine de la chose. Alors même maintenant, bien sûr, je pense que les auteurs qui sont intéressants là-dedans. Bon, aujourd'hui, on a sans doute, à côté de Jean Palinck qui fait de la modélisation, Antoine Bailly qui nous parle plutôt d'économie de bien-être. Il a raison, de toute façon, c'est l'homme au centre, et puis monsieur Lajugie dont je parlais. Par contre, comme personne qui actuellement nous guide dans la réflexion, je pense à notre président actuel, Thor, ou Raleigh, un bouquin qui s'appelle Raleigh-Thor. Claude Lacour, qui effectivement depuis très longtemps nous a même gratifié de quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle de clusters, d'accumulation d'activités sur un territoire, mais on parle aussi de cité, du cluster et cité. Il a contracté ça, il a parlé de clusties, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis peut-être aussi parler du vice-président de l'association, Pecker, qui sur le développement local parle depuis très longtemps, mais comme Pecker, c'était Courlet-Pecker pendant un temps, il faut associer aussi Courlet qui a fait l'année dernière un beau bouquin sur le développement territorial. Bon, je crois que là pour le moment, on peut stopper si vous voulez. Bon, les axes d'analyse, je crois qu'aujourd'hui, je veux bien en fait passer à la monographie pour en fait bien décrire quelle est la vie des individus, des familles, des personnes sur un territoire. Et en fait, comment les gens vivent. Mais je pense que ce qui est ça rejoint le problème de statistique, de la poupée russe, où en fait les statistiques ne sont pas les mêmes. Ça pose le problème de pouvoir en fait positionner un territoire par rapport aux autres territoires équivalents. Alors bien sûr, si vous êtes dans une commune, vous voulez vous comparer à des communes équivalentes. Si vous êtes dans un département, vous voudriez savoir si effectivement vous êtes complètement différent des autres, ou pourquoi vous êtes en avance. J'ai en tête le travail fait par la direction du tourisme, un dénommé Christophe Terrier, sur la mobilité et la présence des individus, des personnes sur un territoire. Donc l'activité résidentielle et présentielle. Pourquoi c'est intéressant de se comparer? D'abord, ça permet aux acteurs, aux décideurs, de voir dans quelle mesure ils sont loin, je ne dis pas d'une norme, mais d'une moyenne, c'est-à-dire de la situation moyenne des mêmes territoires. Bon, alors évidemment, quand on compare les territoires par rapport à l'attractivité touristique, il est évident que la Côte d'Azur, c'est toujours plein. Par contre, la couronne parisienne des départements, c'est pas très attractif sur le tourisme. Alors, heureusement que Paris reçoit des étrangers pour compenser, sinon en fait, il y aurait beaucoup de déficit de population résidentielle ou présentielle pendant les mois d'août. Juillet-août dans la région capitale. Alors ça,
ça amène, si vous voulez, à un problème de méthode de quantification. Alors, je pense que quand on veut quantifier la dynamique des territoires, si on prend en fait la densité de population d'un territoire par rapport à un autre, c'est statique. Par contre, si vous prenez le taux de croissance de la population sur une période, ça vous donne déjà un petit peu quelle est la trajectoire suivie par ce territoire. Alors maintenant, si on va un peu plus loin, on a bien l'impression que, à la fois, il faut prendre en compte l'espace, mais aussi le temps. Alors, ce que j'ai réussi à retrouver, moi, c'est un calcul fait en 66 par un économiste sur l'analyse structurelle résiduelle, ou structurelle régionale, disons. Et en même temps, l'idée de trouver là-dedans quelque chose qui est le ressort territorial par rapport à la dynamique sectorielle nationale. Donc, quelquefois, des territoires se débrouillent beaucoup mieux seuls, sur des secteurs en déclin national, mais l'inverse. On peut ne pas avoir sur son territoire une activité structurelle intéressante qui aurait pu tirer la... Alors aujourd'hui, quand on pense à l'automobile, la région Nord-Pas-de-Calais, quand elle était en difficulté après l'industrie textile, ils auraient bien aimé avoir l'industrie automobile. On leur en a donné, l'industrie automobile. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Alors je crois que la région Nord-Pas-de-Calais s'est sortie d'une trajectoire difficile quand on a commencé à faire à Lille. Il y a une dynamique qui s'est créée là. Et si je prends plus près de chez moi, à La Rochelle, quand on a fermé les chantiers navals, définitivement, le maire, M. Crépeau, allait à la Datar pour demander aussi de l'industrie automobile. Alors on a fait Chrysler, Simca, on a fait Peugeot, etc. Mais bon, La Rochelle, c'est un port, c'est pas là où on fait des automobiles. D'abord, des voitures amphibies, on n'en fait pas des tonnes. Alors par contre, ils se sont ressaisis, et à partir de 92, grâce à la décentralisation, on a fait une communauté de villes, il n'y en a que 5 en France, hein. Donc ça montre bien que déjà qu'on avait commencé à décloisonner, et 90-2000, c'est vraiment pour moi la décennie de tous les changements sur le territoire de La Rochelle. Et c'est vrai, à cet endroit, on a bien l'impression qu'il faut pouvoir situer, positionner chaque territoire, quelle que soit sa taille, parce qu'il faut que ça soit depuis la plus petite jusqu'à la région ou la grande région. Bien sûr, on a fait aussi l'arc atlantique avec M. Raffarin, puisque c'est Poitou-Charentes, mais j'ai plusieurs fois proposé de comparer les régions territoriales avec les autres. Bon, ça n'a pas toujours marché, parce que quelquefois c'est plus politique que connaissance économique et statistique. Mais de toute façon, pour vraiment étayer, appuyer les décisions politiques, il faut, à mon avis, avoir, disons, un substrat solide statistique. Hein. Je ne vois pas une entreprise fonctionner comme ça, sans avoir de tableau de bord et d'indicateurs, et surtout un compte final, chaque année, un bilan qui permet en fait de faire l'évaluation de ce qu'on a décidé et de ce qu'on a réalisé.